Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et sentiment. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Mon état de santé, on va dire, s'est dégradé et c'est comme ça que tu t'es vraiment rendu compte qu'il y avait un réel problème aussi. Alors ceux qui m'ont le mieux accueilli, enfin, en tout cas pour moi, c'est la police. J'ai vu des choses, franchement il y a des trucs vraiment très très glauques. Et je suis pas Miss France non plus. Moi je suis une personne lambda, on va pas s'intéresser à moi, je suis pas connue. Et puis c'est facile de débattre toujours avec les personnes qui sont de même bord que nous. Ben, ça n'a aucun sens. Bonjour Lorraine, merci beaucoup d'avoir accepté de parler sur le podcast Éclat de femmes. C'est vraiment un honneur en tout cas pour moi de te recevoir aujourd'hui parce que c'est un sujet un peu particulier dont j'ai pas l'habitude forcément d'aborder. On va parler de violences justement psychologiques que tu as pu subir il y a quelques années de ça. Avant toute chose, j'aime beaucoup poser cette question à mes invités. Déjà de 1, qui es-tu ? Donc je suis Lorraine, j'ai 29 ans. Et je suis très contente de venir témoigner dans ton podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Quelles sont les 3 qualités qui font éclat chez toi ? Alors, 3 qualités qui font éclat chez moi. Je dirais tout d'abord mon côté solaire, drôle. Je me définis un peu par mes blagues et mon côté assez joyeux. Je suis quelqu'un, je dirais, de courageuse parce que j'arrive toujours à parler des épreuves compliquées qui me sont arrivées et à rebondir et à ne jamais abandonner. Vraiment, même quand je suis au plus bas, je rebondis et c'est quelque chose d'important pour moi. Et au-delà de ça, je suis aussi quelqu'un d'empathique. Alors, ça fait éclat, mais parfois, ça peut être compliqué d'être empathique parce qu'on prend toutes les émotions et parfois, c'est douloureux. Mais après, je préfère être empathique que ne rien ressentir parce que ce serait quand même un peu triste. La vie serait moins, on va dire, agréable aussi peut-être. Oui. Ça serait un peu trop monotone. Oui. En fait, avec moi, c'est un peu... les montagnes russes, mes émotions, ça peut très bien aller et tout d'un coup, stress, anxiété, et ça va plus, mais 1 heure après, tout va bien. Bon, voilà, ça peut être pénible à vivre au quotidien, mais globalement, les gens qui me connaissent savent m'apprivoiser, on va dire. On va peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais revenir... Justement, ce pourquoi tu es venue sur ce podcast, je crois que justement c'était au sujet d'une relation passée qui a été assez compliquée. Oui, alors en fait j'ai découvert ton podcast et je trouve qu'il est formidable. Il y a beaucoup de témoignages qui sont vraiment poignants et moi j'aime beaucoup. Et en fait, moi je suis là aujourd'hui pour témoigner, parler des violences psychologiques qui peuvent être dans le cadre familial et aussi dans le couple, parce que moi c'est ce que j'ai vécu il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je me suis mise en couple et pendant 2 ans, j'ai eu une relation toxique avec quelqu'un qui me maltraitait psychologiquement. Et je suis sortie d'une relation de 2 ans complètement vide. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus où j'étais. Et surtout, j'imaginais pas en fait qu'une chose pareille pouvait m'arriver, tout simplement parce que j'ai un très fort caractère, je me laisse pas faire. Et je m'étais toujours dit, non mais moi, il y en a un, il me dit ça, mais
il sort tout de suite. Hein. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Et je me suis laissée embarquer dans une situation comme ça. Et c'est que en sortant de la relation que j'ai mis des mots, qu'on m'a expliqué ce que c'était. Et là, j'ai compris. Et du coup, j'ai fait tout un travail sur moi et tout un travail aussi pour comprendre le mécanisme de l'emprise psychologique, l'emprise dans un couple. Et en fait, ça m'a amenée à lire, à écouter beaucoup de témoignages, de podcasts. Et du coup, depuis, j'écoute beaucoup de podcasts et je suis tombée sur le tien. Incroyable, j'avoue qu'en plus de ça, il existe depuis pas très longtemps, donc limite, tant mieux, on va dire, parce que ça peut quand même aider pas mal de personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est exactement une violence psychologique ? En fait, une violence psychologique, alors c'est... on appelle les personnes qui sont violentes psychologiquement... Enfin, en fait, le terme un peu plus vulgaire, c'est pervers narcissique. Alors, je mets vraiment une option sur ce terme parce que c'est un terme qu'on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Tous les hommes qui font une petite réflexion ou sont pas sympas à un moment donné ne sont pas des pervers narcissiques, en fait. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va appuyer sur la faiblesse de quelqu'un d'autre pour le rabaisser, mais cela continuellement. Et en fait, c'est un plaisir pour lui de voir la personne souffrir. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, en fait, c'est des petits commentaires désobligeants. Mais au début, ça commence très subtilement, hein, on ne le voit pas. Et d'ailleurs, moi, la personne avec qui j'étais était très subtile dans ses réflexions, dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter avec les gens autour de moi, parce que fallait rien laisser paraître, en fait. Et moi, je me suis dit à un moment, mais en fait, je deviens folle. Mais non, c'est l'objectif de ces gens-là, en fait. Et d'autant plus que ton ex-petit copain n'était pas quelqu'un qui venait d'une famille plus ou moins démunie non plus. Il venait non, pas du tout. D'une bonne famille, il avait fait des études aussi, plutôt des bonnes études aussi. Donc en fait, ça n'arrive pas qu'aux personnes qui vivent peut-être dans un milieu précaire. Oui, non. Donc, ah non, faut arrêter avec ces clichés-là, justement. C'est pas du tout le cas. Et cette personne, oui, avait fait des études, était quelqu'un d'intelligent. Quand on le voyait, il était toujours bien habillé, il était parfait, en fait. On avait l'impression qu'il était parfait. Et même moi, à un moment, j'étais tellement démunie, j'étais tellement pas bien que je le regardais avec de l'admiration. Et je me disais, mais comment quelqu'un comme ça peut être avec une fille comme moi ? Et d'ailleurs, il ne se gênait pas pour me le dire. Voilà. Donc bon. Oui, c'était vraiment de l'abus, on va dire aussi, de marcher dessus justement pour pouvoir mieux régner et mieux t'effacer et lui contrôler en soi la relation aussi. Ouais, c'est le mot que tu utilises, contrôle, c'est vraiment important, c'est vraiment du contrôle. En fait, il contrôle ta manière d'être, ta manière de t'habiller aussi, ta manière de te maquiller. Moi, j'avais eu des réflexions, hein. Je me souviens, une fois, j'avais mis une robe en été, c'était une robe longue avec un décolleté, mais rien de vulgaire, vraiment des robes longues d'été. Et on était avec d'autres gens, et puis dès qu'ils sont partis, il m'a dit puis un tel a vu tous tes seins. Oui, c'était que des commentaires un peu désobligeants. Pour essayer au final de te sentir pas bien dans ton corps, etc. Ouais, voilà. Ou alors mettre du rouge à lèvres. Ah, mais tu vas au travail, tu mets du rouge à lèvres, c'est pour qui ? Pour moi. Oui, c'est que avant tout. Que du contrôle. Ouais. Et justement, de ce que tu me disais, ton état de santé, on va dire, s'est dégradé, et c'est comme ça que tu t'es vraiment rendu compte qu'il y avait un réel problème aussi ? Je me suis... En fait, il y a eu des grosses crises pendant cette relation, mais je me souviens de la première crise. Elle est arrivée 2 mois
alors 2 mois après qu'on se soit mis ensemble. Ce qui est assez tôt, Ce qui est normalement, très dans tôt. une relation, c'est Ouais. censé être idyllique et Ouais. pendant au moins les 6 premiers mois, quoi. Donc, Complètement. bien sûr. Et c'est ce qu'on dit en fait chez les personnes, enfin les violences psychologiques, les pervers et tout, c'est qu'au début ils sont vraiment parfaits. Moi en fait, la phase qui a été parfaite entre guillemets, c'est avant qu'on se mette ensemble. Parce que moi je voulais pas me mettre avec lui. Et en fait lui il me draguait mais il y allait franco quoi. Et moi j'étais là, vraiment je me laissais désirer mais je lui faisais vraiment comprendre que ça n'arriverait pas. Mais bon, j'ai fini par me dire, bon, oui, de toute manière, vu comment il a ramé, c'est que, bon, ça doit être quelqu'un de bien, et, ce qui est complètement idiot, hein, pas du tout le cas, mais bon. Ouais. Et en fait, oui, la première crise est arrivée au bout de 2 mois, après il y en a eu une autre, c'était pendant le confinement, après, et en fait, il y a eu plusieurs grosses crises. Et je me souviens, ma mère en avait connaissance à chaque fois parce que j'étais tellement dans le mal que elle me disait mais qu'est-ce qui se passe, et je lui racontais et elle me disait non mais réfléchis, c'est pas normal son comportement, c'est pas normal comment il agit, etc. Et moi j'arrivais toujours à trouver des excuses, puis après il revenait, alors il s'excusait jamais. Mais il revenait, il disait bon cette fois je te pardonne, etc. Mais bon la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Hein. Et du coup, moi je me disais bon bah je vais, ça va aller, ouais etc. ça va aller, puis il me pardonne quand même. Alors que franchement ce que j'ai fait, non mais j'avais rien fait. Hein. J'avais laissé une salade périmée dans le frigo. Oui, c'est toute l'art de la manipulation aussi. Ouais. Et du coup, c'était ça. Donc, en fait, mon état physique, oui, il a commencé à se dégrader. Il a commencé à se dégrader, surtout vers la fin. Et j'ai perdu... je flottais dans mes vêtements. Je faisais 10 ou 15 kilos en moins et je mangeais plus rien. Ouais. Et j'avais plus... En fait, j'avais plus la niaque. Je pense qu'au départ, je lui résistais. Et du coup, plus je lui résistais, plus, entre guillemets... ça l'excitait. Et du coup, il restait. Parce qu'en fait, il voyait qu'il avait quelqu'un qui mordait à l'hameçon. Et après, en fait, il a vu que, en fait, il pouvait faire n'importe quoi. J'étais là, je lui disais non. Enfin, je résistais pas. Tu étais de plus en plus fatiguée et en fait, à la fin, tu t'épuises. Et puis, je pense aussi le corps somatise beaucoup. Et je pense que c'est ton corps qui t'a donné les indications comme quoi il fallait stopper tout ça. Stopper. Mais encore une fois, c'est pas moi qui ai stoppé. C'est lui qui a stoppé. Moi, j'étais pas capable. Et je le savais qu'il fallait stopper. Je me souviens, j'avais dit à ma mère, là, faut que ça s'arrête. Mais j'étais pas capable de le faire. Je n'étais pas capable de le faire. Et j'étais persuadée que sans lui, ma vie allait s'écrouler. Mais en fait, une relation où on pense ça, elle est toxique, la relation. Surtout c'est que de base, on vit très bien tout seul avant. Donc en fait, pourquoi on ne vivrait pas bien tout seul après, en fait? Mais ça, c'est toute la violence, justement, psychologique que subissent les gens, justement, comme toi, tu as pu subir, justement. Comment est-ce que tu as réussi à te sortir de cette relation? Est-ce que, du coup, vous étiez... comment ça s'est passé exactement? En fait... on vivait ensemble à Paris. En fait, moi, j'ai eu mon premier travail à Paris, donc j'ai déménagé à Paris. Et on a vécu ensemble quelques temps. Et lui, il est reparti dans sa ville natale, où on s'était rencontrés d'ailleurs, pour reprendre des études. Et moi, je ne l'ai pas suivi parce que je ne voulais pas y retourner, puis j'avais d'autres projets. Et du coup, on vivait séparément. On se voyait, on s'organisait, on arrivait quand même à se voir assez souvent. Et puis après, moi, pendant les vacances de Noël, je suis rentrée dans ma famille. Puis j'ai passé des concours. Et en fait, pendant cette période, juste avant, il m'avait fait encore une crise. Mais ça n'avait ni queue ni tête. Et moi, je lui avais dit, bon... stop les messages, je passe mes concours, laisse-moi les passer, n'envoie rien, laisse-moi en fait. Et en fait, pendant 3 jours, je lui ai pas donné de nouvelles,
Mais en même temps, lui, je passais mes concours, il m'a même pas envoyé un petit message pour me souhaiter bon courage, alors que ça faisait quand même 2 ans qu'on était ensemble. J'attendais quand même ça. J'attendais juste ça. Mais il l'a pas fait. Et une fois que ça s'est terminé, mes concours, il m'a appelé, il m'a dit c'est terminé. Et là, j'étais estomaquée. Et je me suis dit, ah ouais, ça se termine au téléphone comme ça, il peut même pas me le dire en face, quoi. C'est très bordel. Et je me suis dit, c'est près de 2 ans et quelques de relation, c'est beau. Et puis voilà, on s'est jamais revus. Et voilà. Et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu as fait des démarches justement je sais que tu me disais que tu as porté plainte. Est-ce que avant d'avoir porté plainte, tu as fait d'autres démarches? Tu avais contacté peut-être une association, c'est ça? Oui, j'ai contacté une association, c'était le Centre d'information sur le droit des femmes. Et j'y suis allée. En fait, je voulais prendre des infos. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a vue très très mal en point, mais j'étais vraiment dans un état... j'étais pas sortable. Et elle a dit, on va aller voir un médecin, tu vas aller aux urgences, faut que tu parles avec quelqu'un. Et aux urgences, j'ai raconté, j'étais là, j'ai raconté ce qui s'est passé. Puis elles m'ont regardé, elles m'ont écouté, et puis elles m'ont regardé, elles m'ont dit, mais en fait, mais heureusement que vous êtes parti, et heureusement que ce soit terminé, parce que en fait, il était en train de vous détruire. Et là, je me suis dit, ah, ok. Puis elles m'ont dit de me renseigner sur la personne narcissique et sur les personnalités narcissiques. Et du coup, je me suis renseignée. Et quand je suis sortie des urgences, j'avais une boule en moins dans le ventre, parce qu'en fait, je me suis dit, mais ça y est, on met un mot. Parce qu'en fait, elles m'ont parlé d'emprise. Et ça, c'était la première fois que... C'était un peu un électrochoc. Un électrochoc. Je me suis dit, mais c'est dingue, en fait. Comment c'est possible que je me sois pas rendu compte, en fait, ce que c'était. Et du coup, je me suis vraiment sentie soulagée, déjà, d'entendre ça. Et puis après, du coup, je me suis dit, ah non, mais du coup, c'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Et puis, du coup, je suis allée dans une association, le fameux Centre d'information sur les droits des femmes. Et je leur en ai parlé. Et puis... Ils t'ont pas vraiment aidé? Non. Ils t'ont pas accueilli comme ils auraient dû faire? Non. Parce que de ce que tu me disais, ils aidaient vraiment les personnes plus défavorisées aussi. Oui, c'est plus... en fait, une femme qui est à la rue, qui a 3 enfants et qui a pas de travail, ça les intéresse plus qu'une fille qui a un travail, qui est maintenant protégée parce qu'elle ne vit plus avec son ex-copain et qui a juste vécu des violences psychologiques pendant 2 ans. Au final, c'est pas très grave. Oui, au final, ça a quand même détruit peut-être une partie de ta vie et puis ça a changé justement ta vie. Du coup, après, tu t'es dit, bon, ok, maintenant, il faut que je porte plainte. Comment ça s'est passé justement lorsque tu as déposé plainte? Alors, je l'ai déposé... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai compris ce qui s'était passé, je suis allée dans cette association. Et dans cette association, ils m'avaient donné le contact d'une femme qui travaillait... En fait, c'est une travailleuse sociale, c'est un peu une psychologue dans un commissariat. Et il m'avait donné son numéro pour que je la contacte, pour en parler. Donc, j'ai pris rendez-vous. J'y suis allée toute contente. Je me suis dit, on va enfin m'aider. Et donc, il y avait cette femme et il y avait un infirmier. Je crois que c'était un infirmier en psychiatrie. Et donc, ils étaient tous les deux, ils m'ont écoutée. J'ai raconté toute mon histoire pendant 1 heure. Et en fait, ils m'ont dissuadée de porter plainte. Wow. Ils ne m'ont pas incitée à le faire. Parce que, ce que vous avez vécu, c'est réel, on ne le remet pas en cause, mais il faut couper le lien. Ça ne sert à rien de pouvoir encore, de encore porter plainte, parce que ça va vous remettre dedans aussi, c'est ça? C'est ça. Et là, je me suis dit, ok,
Et puis je me suis dit, mais c'est quand même une blague parce que, en fait, ça fait 2 ans qu'on nous parlait à fond des violences conjugales. Les violences psychologiques en font partie, des violences conjugales. Et je me suis dit, à quel moment une femme fait la démarche d'aller les voir, de leur en parler, et on leur dit, ah non, mais pour vous, faudrait mieux ne rien faire. Et puis, aller voir un psy... Ouais. C'est hallucinant. Ouais. En sachant qu'il y a quand même 98% des victimes qui ne portent pas plainte. Et que toi, tu t'es dit que la bonne démarche, c'était justement de porter plainte. Donc, tu fais partie de ces 2% en fait, au final. Ce qui est quand même assez dingue. Et la société t'encourage à ne pas le faire. À ne pas le faire, ouais. C'est ça qui est assez hallucinant. Donc, au final, après, t'es quand même... Oui. Tu les as contredits, t'es quand même allée au commissariat, c'est ça? En fait, elle m'a dit, après, si vous voulez porter plainte, je peux vous accompagner. Je me suis dit, ok. Mais je me suis dit, en vrai, elle ne m'accompagnera pas. Il en est hors de question. Et un jour, j'ai dit, bon, allez... en fait, j'avais tellement de colère, parce que je me dis, c'est pas juste et tout. Et j'ai dit, bon, allez, c'est fini. Je vais au commissariat. Et j'y suis allée. Et là, j'ai porté plainte pendant 3 heures. Et en vrai, j'ai été bien accueillie. Et le policier qui a pris ma plainte était très gentil. Et il a tout de suite mis le mot sur les violences psychologiques. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, on prend en compte ce que j'ai vécu. Et là, j'ai raconté pendant 3 heures tout ce qui s'était passé. Et ça, c'était en avril 2022. Et après, une fois que la plainte elle est passée, c'est rendez-vous aux UMJ. Oui, et ça c'est aussi une expérience. Je sais que moi, pendant mon agression, j'étais très mal accueillie justement. Déjà de 1, c'était par un homme. De 2, il a mal fait les tests. Bon, encore une fois, c'est différent parce que moi, il y avait des violences physiques également. Il fallait le plus de preuves possible. Et souvent, je trouve que les UMJ accueillent mal. De ce que tu me disais, toi, t'as pas été non plus super bien accueillie. Non, moi, je trouve que j'ai pas été très bien accueillie. En fait, elle m'a examinée. Donc vraiment, elle m'a demandé de me déshabiller parce qu'elle voulait regarder quand même s'il n'y avait pas des traces de coups. Mais il faut savoir que je portais plainte 3 mois après que la relation se soit terminée. Oui. Et dans tous les cas, il n'y avait pas eu de coups. Bien ça, il n'y sûr. a jamais eu de violence physique. Il y avait des menaces de violence physique, mais il n'y avait pas de violence physique. Et en fait, donc elle prend en compte, etc. Elle voit... je lui explique et tout. Et puis, à un moment, elle me dit « Pourquoi vous n'êtes pas partie ?» Waouh, c'est lunaire. Je me suis dit, mais elle a eu où son diplôme? Dans un Kinder Surprise ou c'est pas possible. Mais c'est pas possible d'être aux UMJ, d'être médecin légiste et de sortir des choses pareilles. Ouais. Je me suis dit, mais et en fait, on dit toujours que quand il y a des problèmes, qu'on va porter plainte, etc., on dit toujours, ah, c'est la police, ils nous accueillent mal. Alors, ceux qui m'ont le mieux accueilli, en tout cas pour moi, c'est la police. Ouais. Pas du tout les médecins, vraiment pas. Les médecins souvent sont, je pense, alors je ne catégorise pas tous les médecins bien sûr, mais les médecins voient tellement d'histoires aussi et peut-être ont un manque de formation aussi, un manque d'empathie parce que... Ah ouais, l'empathie c'était 0. Vraiment, c'était... Et pourtant il y en a qui sont très bien également, mais... J'avoue que les unités médico-judiciaires devraient être sûrement améliorées sur ce point de vue-là, sur l'accueil des victimes. C'est juste une catastrophe. Et du coup, tu as déposé plainte en avril 2022. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, c'est le grand vide. On attend. Okay. On attend. Et puis, non, mais vraiment. Et alors, il faut savoir que dans ma plainte, j'avais donné le nom de contact à moi qui pouvait témoigner. J'avais donné le nom des personnes qui avaient été avec cet homme-là avant moi, que j'avais contacté, dont une que j'avais rencontrée, et qui ont vécu la même chose que moi. Wow. Et qui ont été aussi dans des relations, dans une relation toxique comme ça. Et alors, attention... Je mets, pareil, je fais une petite parenthèse, parfois la relation elle est toxique parce que les 2 personnes ensemble sont toxiques. Bien sûr. Là, c'était pas le cas. C'était une personne toxique et une personne vulnérable. Et moi, à l'époque, j'étais vulnérable. J'étais
beaucoup plus vulnérable que je ne le suis aujourd'hui parce que heureusement cette épreuve m'a renforcée et m'a permis de devenir plus forte aussi. Mais il a vu qu'il y avait une petite brèche et il a su s'engouffrer dedans comme personne ne l'aurait fait. Ouais. Et du coup, tu as donné toutes ces informations, etc. Oui, j'ai donné toutes ces informations et je prenais contact avec ces filles-là de temps en temps pour demander est-ce que tu as été contactée ? Donc déjà, je leur ai dit que j'avais donné leur contact et je leur demandais est-ce que tu as été contactée par la police ? Non. Ouais. Et puis en décembre 2022, donc 8 mois après, je reçois un courrier. Le courrier, c'est classement sans suite, infraction insuffisamment caractérisée. C'est dingue. J'avais pas été réécoutée par les policiers. Et il faut savoir qu'entre-temps, quand j'avais relu ma plainte, je m'étais dit mais j'ai pas donné assez d'éléments parce qu'il y avait plein de choses qui me sont revenues. Parce qu'il y a de la mémoire traumatique que tu dois connaître. Et c'est des choses qu'on enfouit au fin fond de son cerveau. Oui, et qui ressortent après. Voilà. Et je me suis souvenue de plein de choses. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue. Et du coup, j'ai écrit un courrier de 8 pages au procureur de la République. Alors, je sais pas, j'ai envoyé ce courrier. Je sais même pas, en fait, s'il a été lu, reçu. Ouais. Je n'ai aucune information. Parce qu'en fait, moi, j'ai porté plainte dans une ville en particulier. Et le dossier a été transmis dans une autre ville parce que les faits ne sont pas déroulés dans la ville où j'ai porté plainte, où j'ai déposé plainte. Ouais, et les communications entre les différents commissariats, c'est bon. Ils se renvoient la balle, de toute manière. Il y a 94% des plaintes aujourd'hui qui sont classées sans suite et ça, c'est juste déplorable. Alors que, justement, je pense que tu as donné assez de contacts, assez de preuves, mais... peut-être que les violences psychologiques aujourd'hui ne sont pas encore assez mis en avant. Oui, je pense. C'est ça qui est peut-être aussi... Puis en fait, c'est dur à caractériser. Totalement. C'est dur à caractériser parce que... en fait, c'est un comportement répété, puis c'est des manières d'être, et puis moi, je le connaissais, donc je savais quand il arrivait et que ça n'allait pas aller. Je savais quand il était en colère, je le voyais à son regard. Et à sa voix, dès que j'avais dit ou fait quelque chose qui n'allait pas lui convenir, mais là je voyais je sais pas comment dire, son attitude, et là je savais que j'allais prendre cher, quoi, et que ça allait être l'enfer. Et ça c'est hyper dur à prouver, je pense. Mais encore une fois, si ils avaient interrogé les autres filles, je sais qu'il y en a une, je sais qu'elle était prête à témoigner et elle me l'a dit. Elle m'a dit, moi ça m'aurait fait du bien de le faire. Et là quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, c'est dingue. En fait, moi ça a été classé sans suite alors que ça lui aurait fait du bien et même elle, ça aurait pu la soulager. Et d'un côté, je sais que même l'avoir contactée, je sais que ça l'a soulagée parce que je pense que ça lui a ôté un poids. Parce que elle m'avait dit que elle avait toujours eu l'impression que c'était sa faute à elle. Et elle n'avait jamais compris. Et en fait, il n'y a rien à comprendre. Il est fou. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle justement les sœurs de plainte. Moi, j'avais interviewé une journaliste qui, elle aussi, a vécu ce genre de relation. Alors, elle, c'était vraiment des violences physiques aussi et psychologiques. Où elle également, ça a été classé sans suite. Elle a écrit justement un livre sur ça qui s'appelle Les sœurs de plainte. C'est triste en fait, c'est triste de se dire que les violences conjugales, il y a quand même beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite, beaucoup plus que les violences faites par des inconnus où on arrive quand même à retracer, etc., l'historique aujourd'hui. Bon, après, les peines de prison qui sont appliquées, c'est encore un autre sujet, on va dire, mais bon, voilà. Est-ce que tu en veux à la justice, justement, pour ça ? Oui, parce que je trouve pas ça juste, en fait. Parce que j'ai eu le courage de dénoncer. J'ai pris du temps. Qu'est-ce que j'ai pris du temps pour le faire ? J'ai vraiment... je suis allée voir dans des associations.
j'ai lu, je me suis vraiment renseignée sur le sujet. Enfin, j'ai même eu contact avec un avocat quand j'ai appris que ça avait été classé sans suite. Puis au moins après, je me suis dit, ça sert à quoi de prendre un avocat? Déjà, on ne me l'a pas proposé, premièrement. Quand j'ai porté plainte, on ne me l'a pas proposé. Parce qu'une victime n'est pas obligée de prendre un avocat, en fait. Oui, c'est ça qui est assez terrible aussi. Mais peut-être qu'on ne l'a pas proposé parce qu'il savait déjà pertinemment que ça allait être classé sans suite, malheureusement. Et même, je me souviens que quand j'ai déposé plainte, on m'a demandé si j'étais ouverte à l'idée de faire partie d'une association, enfin de parler à un groupe de femmes. Je sais plus comment on m'avait posé cette question, et j'ai dit oui. Et en fait, j'ai été contactée par les intervenantes du groupe, mais en fait, à chaque fois, c'était pas possible, là, c'était pas la bonne date, là, il fallait envoyer telle pièce d'identité. Il y a un moment, j'ai dit bon, ça va. Encore plus de démarches administratives pour Ouais. pouvoir juste se libérer un petit peu de la parole. Ouais. C'est trop compliqué. Donc, en fait, oui, je trouve que mon affaire, elle a été classée sans suite parce qu'on a tendance à dire c'est la police de toute manière. C'est pas la police qui décide de classer sans suite. C'est les magistrats au parquet. Donc, quand j'entends des discours comme ça me révolte parce que je me dis, ne vous trompez pas de cible en fait. Ouais, c'est pas les policiers qui décident, c'est les magistrats, c'est eux qui signent, voilà. Et les classements sans suite, pour avoir travaillé au ministère de la Justice et dans un parquet, et je sais qu'il y en a beaucoup. Et ça fait mal de voir ça. Et ça, justement, c'est lié à quoi? Pourquoi tu penses qu'il y a un dysfonctionnement tel? Ils croulent sous les dossiers, en fait, tout simplement. Il y a trop d'affaires, il y a sûrement pas assez de magistrats. Ils ont des piles comme ça de dossiers à traiter. Donc, ils n'ont pas forcément le temps. Puis, en fait, ils voient des choses tellement horribles. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. C'est bien facile d'avoir des beaux discours sur la justice en France, etc. Mais en fait, les gens qui parlent comme ça ne connaissent rien à ce qui se passe réellement dans les territoires. Et il y a des choses terribles qui sont vraiment atroces. J'ai vu des choses, c'est compliqué parfois de voir, de lire bien sur sûr l'ordinateur les rapports, etc. Franchement, il y a des trucs vraiment très très glauques. Et en fait, je pense que du coup, il y a un certain côté où ça déshumanise en fait. C'est ça, et c'est de l'habitude peut-être aussi. C'est de l'habitude. Donc en fait, une fille qui va se faire une petite thérapie pendant quelques années parce qu'elle est tombée sur un pervers narcissique, bon, on va pas encombrer la justice avec ça. Allez, classement sans suite. Dingue. C'est comme ça. Et je suis désolée, mais qu'on vienne pas me dire le contraire, je sais que c'est comme ça. Parce que moi, si on avait vraiment voulu m'écouter, si on avait vraiment voulu prendre ma parole en compte, on aurait interrogé les deux filles qui étaient avant moi. Et voilà, mais moi, je suis une personne lambda, on va pas s'intéresser à moi, je suis pas connue, voilà. Et je suis pas Miss France non plus, parce qu'il y a quand même une dernière Miss France, et tant mieux pour elle que cette affaire ait été médiatisée, parce que ça lui a permis, ça va lui permettre de se reconstruire, mais son Et qui peut compagnon... pu avoir aussi une petite peine de prison. Et avec une réponse pénale aussi rapide. Bien sûr. C'est affolant. Je pense que ça a pris 1 mois, même pas. C'était hyper rapide. Oui. Et on le voit, souvent les procès c'est entre 2 et 5 ans, quand il y a des agressions sexuelles, des viols, etc., quand ça passe en cour d'assises. Je sais que tu as également vécu un autre épisode avec la justice, je crois que c'est quand tu étais enfant. Est-ce que tu peux peut-être en parler aussi, parce que ça me montre un réel aussi dysfonctionnement, je pense, de ce point de vue-là. Oui, en fait, moi j'en veux aussi beaucoup à la justice parce que quand j'étais petite, mes parents étaient mariés. Ils ont divorcé peu de temps après ma naissance. Et en fait, ils avaient ma garde tous les deux. Et mon père
est reparti dans sa région natale. Donc, en fait, ça a été une garde partagée. Mais en fait, moi, je vivais avec ma mère. C'est ma mère qui m'a élevée seule. Et mon père venait me chercher pour les vacances. Ouais. Voilà. Il avait le droit à la moitié des vacances scolaires. Puis il avait un droit de visite un week-end par mois, il me semble. Mais il ne l'utilisait pas. Et il venait me chercher donc, quand j'étais petite et j'allais en vacances chez lui. Mais si mes parents ont divorcé, c'est pas pour rien. Mon père était violent. Et après, quand c'était plus sur ma mère, c'était sur moi. Et en fait, moi, j'ai été maltraitée pendant mon enfance par mon père, donc psychologiquement, ça oui, mais le plus marquant pour moi, c'était physiquement. Alors, en fait, c'était des maltraitances qui étaient ponctuelles. C'était pas tout le temps. Parce que il y a des moments, c'était mon père, et j'adorais mon père. Mais comme tout enfant qui aime ses parents, en fait. Oui. Parce qu'on n'a pas la norme, enfin, un papa et un papa, une maman et une maman, donc on ne comprend pas des fois les violences qui Et puis en plus, on a tendance à excuser son parent, le parent qui est violent, parce qu'en fait, c'est mon papa. Et du coup, c'est pas grave en fait. Et sauf que quand on a peur de son père, c'est compliqué. Et moi, très vite, ma mère a très vite compris que mon père était pas sain avec moi, que moi j'avais terriblement peur de mon père. J'étais terrifiée, j'avais peur de lui. Et quand on est enfant, qu'on a 5-6 ans, qu'on est terrifié, qu'on a peur, franchement, c'est pas drôle. Moi, j'ai des souvenirs, les veilles de vacances où il allait venir me chercher. Mais c'était ma mère qui me consolait, mais c'était les chutes du Niagara. Des crises d'angoisse, bien sûr. Ouais, c'était horrible. Et je me souviens que je faisais beaucoup de crises d'angoisse quand j'étais petite par rapport à ça. Et il venait, et là, il fallait se tenir à carreau, vraiment. Et il y a eu des épisodes violents, 2 épisodes très violents, et 2 épisodes où j'ai cru qu'il allait me tuer, en fait. Et c'était... moi, ma mère, quand j'étais passage, quand j'étais ado et que je lui répondais, je me prenais une claque. Oui. Et elle a eu bien raison de me les donner parce que quand on est odieuse avec sa mère, on le mérite en fait. Bien sûr. Par contre, mon père, c'était pas des claques, c'était des coups de poing et je volais. Et je volais à 1 mètre du sol en fait. Et j'avais des bleus. Et je me souviens d'une fois où je suis revenue après les vacances de Noël. Et j'avais un énorme bleu sur la joue. Et mon père, en fait, n'a pas été très malin sur ce coup-là parce que, en fait, il l'a vu et il m'a dit « c'est moi qui t'ai fait ça ». Et je lui dis « oui ». Enfin, j'essayais de dire « t'inquiète pas, c'est pas grave, un petit bleu, c'est pas grand-chose ». Mais en fait, malheureusement, il me ramenait 2 jours après, donc le bleu n'avait pas le temps de partir. Bien sûr. Et je suis arrivée chez ma mère et elle me dit « mais qu'est-ce que t'as ?» Et je me souviens, j'étais en 6e. Et je me souviens, c'était Noël et j'allais ouvrir mes cadeaux. Et je lui raconte une histoire à dormir debout, comme quoi je m'étais cognée à la ferme, mais que sur une rambarde, que j'avais joué avec l'âne et tout. J'ai dit n'importe quoi. Et là, je vais sous le sapin, j'ouvre mes cadeaux, et là, je vois ma mère pleurer. Parce qu'elle se dit, voilà, il va continuer et je peux rien faire. Et du coup, le jour-là, je me souviens, ma mère est allée porter plainte. Voilà, il y a eu des plaintes qui ont été prises, ils ont pris des photos. Et puis, forcément, après, ma mère voulait plus que j'aille chez mon père. Enfin, elle a amené ça devant le juge, etc. Parce que bon, voilà. Mais puis moi, je voulais plus y aller non plus. Mais ma mère, elle avait peur de ce qui pouvait m'arriver, en fait. C'est pas que ma mère a toujours voulu que j'ai mes 2 parents. Et je pense que la seule chose qu'elle a toujours souhaité, c'est que mon père soit gentil avec moi et que je passe des bons moments quand j'étais avec lui. Mais moi, c'était pas le cas. Et du coup, voilà, ça a été très compliqué. Mais je suis passée devant des juges plusieurs fois.
Et je me souviens quand j'ai pas vu mon père pendant 5 ans. 5 ans, oui. Et en fait, donc je suis passée devant le juge qui avait dit ok, elle a le droit de ne plus le voir pendant tant de temps, etc. On verra la décision dans quelques mois. Puis bon, évidemment, mon père avait fait appel. Et là, je me suis retrouvée en cour d'appel devant, alors je me souviens, j'avais mon avocate, j'avais 3 juges en face de moi, 3 magistrates, et qui m'ont dit... Mais je me souviendrai toujours de cette phrase. Déjà, ça a duré 2 heures, je pense, l'entretien, où elle me posait plein de questions. Et c'était désagréable, pas gentil, aucune empathie. Et elles m'ont dit, vous pensez pas que tout le monde a le droit à une seconde chance, mademoiselle ? Waouh. Et je me suis dit, mais ouais, quand je serai entre 4 planches, peut-être qu'il aura le droit à une seconde chance. Mais c'est fou, en fait. Et après, bon, voilà, je sais plus exactement. Mais puis, en fait, ma mère, le fait d'avoir ma garde, et de ne pas présenter son enfant, donc moi, à mon père, en fait, c'est non-présentation de l'enfant. Et non-présentation de l'enfant, c'est au pénal. Ma mère, elle a failli être condamnée au pénal à cause de ça. Wow. Et tout ça pour te protéger. Ouais. Dingue. Et voilà, donc aujourd'hui, oui, j'en veux à la justice parce que tout ça, c'est pas normal. Ce que j'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui. Dans ma tête, parce que y a des conséquences sur des violences comme ça. Totalement, il n'y a pas rétablissement du préjudice par l'État aussi. Oui, non, bien sûr que non. C'est ça qui est frustrant, je pense, en tant que... Il n'y a pas de reconnaissance des violences. Et rien que le fait que ce soit avec mon père ou avec mon ex, avoir une reconnaissance de ce que j'ai vécu, totalement. Je pense que ça m'aiderait. Alors, à avancer, oui, mais là, aujourd'hui, je fais un travail sur moi pour oublier ça. C'est ça, justement. Comment est-ce que tu fais pour te reconstruire tous les jours ? Tu m'as dit que tu as un psychologue qui te suit depuis un petit moment, c'est ça ? Et sinon, qu'est-ce que tu fais d'autre ? Je suppose que tu m'as dit que tu avais fait de l'EMDR. J'ai fait de l'EMDR, oui. J'ai fait de l'EMDR sur ma relation avec mon ex, sur des scènes choquantes qui me mettaient en colère. Parce que je me disais, mais pourquoi j'ai pas réagi ? C'est ridicule, franchement. Et j'ai fait de l'EMDR là-dessus, ça a très bien marché. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de colère. Super. Par rapport à ça. Et maintenant, j'ai des problèmes d'estime de moi parce que je me suis toujours sentie un peu à part et mise de côté par rapport à ça. Et surtout, je me suis toujours dit, il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu et qui parfois ne comprennent pas pourquoi je surréagis. En fait, je surréagis parce que voilà, c'est mon passé qui fait que je peux les avoir traumas ces que tu réactions-là. as eu qui font que ça... Je sais qu'il y a un truc qui m'a toujours fait... Enfin, que j'ai encore aujourd'hui, c'est dès qu'il y a un bruit, un gros bruit. Je sais pas, par exemple, une sirène d'un camion de pompier, quand elle s'allume, ça fait je sais pas si tu as déjà remarqué, ça fait une sursaute. Mais alors moi, là, je sursaute et je suis complètement en panique. En panique. Je sais pas, un bruit, le camion de poubelle qui prend la poubelle et ça fait un gros bruit. Et moi, je suis là, je sursaute. Et dès qu'il commence à avoir des éclats de voix, je supporte pas et je suis en panique et mon cœur, il se met à accélérer. C'est rester en alerte tout le temps aussi qui fait que... C'est ça. Et en fait... Tout ça, comment dire, ça passe quand même, mais avec la thérapie, et ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. En fait, on ne peut pas soigner du jour au lendemain. Non. Et puis, comme je dis souvent, la reconstruction, c'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr. Les bas sont de moins en moins gros aussi. Et petit à petit, on arrive à se reconstruire. Mais c'est vrai que c'est assez long aussi. Oui. Et les bas, c'est important aussi. Parce que ça a permis de remonter. Enfin, en fait, c'est un peu ma philosophie, c'est en fait on peut tomber très bas mais remonter très haut. Exactement. Et je pense que toutes les épreuves qu'on traverse en soi, elles sont pas là pour rien. Même si c'est horrible, il y a des choses horribles, mais elles sont pas là pour rien et elles nous permettent d'avancer, de comprendre mieux
des choses sur nous-mêmes. Qui on est. Et voilà. Et je pense que moi, je vais avoir 30 ans l'année prochaine. Et en fait, grâce, entre guillemets, je sais pas si c'est correct de dire ça, mais avec ces épreuves-là, en fait, je fais un tel travail sur moi que je vais avoir 30 ans et je sais qui je suis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à 50 ans, 60 ans, qui ne savent pas qui ils sont. Et moi, je sais qui je suis. Et je sais que je suis une bonne personne, que je suis empathique, que j'ai des défauts aussi. Je suis impulsive, comme tout le monde. Mais je sais ce que je veux dans la vie et ce que je ne veux pas. Et ça, c'est important. On va changer de sujet. Enfin, pas vraiment, mais j'aime bien avoir l'avis de mes invités justement sur leur vision de la femme, en tout cas aujourd'hui, dans la société actuelle. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer aujourd'hui dans cette société ? Je trouve que si on parle de la société française, je trouve que les femmes, on a quand même de la chance d'être dans un pays comme le nôtre, parce qu'on peut s'habiller comme on veut, on peut se maquiller comme on veut, on peut faire les études qu'on veut, on n'est pas forcé de se marier avec un tel ou un tel, et on a de la chance parce qu'il y a plein de pays où c'est pas le cas. Après, ce qu'il faudrait changer, la mentalité de certaines personnes, mais peut-être de certaines personnes qui comprennent pas, qui n'ont pas forcément vécu des choses difficiles et qui sont dans le jugement. En fait, faut pas juger les gens qui déposent plainte, qui parlent de ce qu'ils ont vécu, qui osent dire les choses comme toi, tu le fais, ou t'as dit que tu t'étais fait agresser par un homme sous OQTF. En fait, c'est pas un gros mot. Au contraire, t'as raison de le dire, parce que c'est important. Parce que ça dénonce un fait de société aussi, et encore une fois, on nous catégorise, on nous met tout le temps dans une case, alors qu'en fait, on n'est pas que ça non plus. Quand on se parle là, tu n'es pas que victime, c'est justement pour ça que je te pose cette question, c'est parce qu'au-delà de ton histoire, je pense que tu as aussi également un avis à avoir sur la société en général. Tu as un travail, tu es une femme, au-delà de ça, tu n'es pas que victime, et c'est ça qui est important et que les gens, des fois, ne comprennent pas, malheureusement. Et puis, en fait, je pense qu'on a le droit d'avoir... c'est pas je pense, c'est je suis sûre qu'on a le droit d'avoir des avis différents, mais en parler calmement, sans... Et c'est exactement, et c'est tout l'objectif, justement, du débat. C'est ça qui fait avancer aussi également la société. C'est avoir des idées qui divergent, c'est tout l'objectif. Moi, c'est ce que je fais dans mon podcast. J'invite des personnalités de tous bords avec des histoires totalement différentes les unes des autres. Et c'est ça que j'aime bien, justement, pouvoir faire évoluer les mentalités également. Et c'est dommage de se sectoriser et de dire « Ah non, cette personne est de gauche, donc je vais pas lui parler. Cette personne est de droite, donc je vais pas lui parler. » Je trouve que c'est complètement ridicule au final. Et c'est pas comme ça qu'on avance, en tout cas. Et puis c'est facile de débattre toujours avec les personnes qui sont de même bord que nous. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas constructif non plus. Non. C'est ça qui est dommage. Puis le but, c'est que, en fait, il faut apprendre à vivre ensemble, en fait. Totalement. Et d'ailleurs, les femmes entre elles, les hommes entre eux, et les hommes et les femmes entre eux, c'est ça que j'ai voulu dire. Les hommes et les femmes peuvent totalement vivre ensemble. Il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de haine envers les hommes, parce que j'ai eu un père violent et j'ai eu un copain, un ex-copain violent psychologiquement, toxique. Exactement. Pas du tout, mais moi je crois encore au prince charmant. Et puis, dans tous les cas, il y aura toujours des hommes sur cette terre. Enfin, c'est le but. C'est le propre même de la reproduction également. C'est qu'on ne choisit pas quand on a un enfant, si on va avoir un garçon ou une fille. Et c'est débile, vraiment, c'est débile de dire « Ah bah, le patriarcat, etc. » Parce que je pense qu'aujourd'hui, en France, on est quand même assez bien... en tant que femme, on a notre place qui est quand même assez... Complètement. On a notre place, quoi. Donc, c'est totalement dommage. On a tellement évolué sur plein de sujets. Aujourd'hui, je pense que
c'est plus vraiment ça le féminisme. C'est pas sectoriser les hommes et les femmes. Non mais en fait le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on veut casser les codes, mais là on les a trop cassés en fait. Il y a un moment faut arrêter, là on n'est pas en train de les casser, on est en train de les émietter les codes. Donc non mais c'est vrai, il faut arrêter de faire ça. Ok, on a avancé sur des sujets et c'est très bien, mais bon il y a un moment, moi je suis quand même bien contente de me dire que plus tard moi je vais cuisiner et mon mari il va aller réparer les toilettes parce qu'ils sont cassés. Parce que moi, j'ai pas envie d'aller les réparer les toilettes. Et non, mais c'est vrai. Ouais. Et il est où le mal là-dedans? Et puis bon, si le mari préfère l'homme, pas forcément le mari, mais l'homme préfère cuisiner et la femme préfère aller couper du bois, et bah okay. Et c'est ok aussi en fait. C'est ça qui. Mais on n'est pas, c'est pas. Oui, on n'est pas obligé de catégoriser certaines personnes non plus. On va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un message d'espoir justement à passer à toutes ces personnes qui ont pu vivre des violences, que ce soit psychologiques, également des violences physiques comme tu as pu le vivre avec ton papa? Il y a une citation de Marc Aurèle qui disait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et je trouve ça, j'adore cette citation. Je trouve ça hyper parlant. Parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé à moi et ce qui t'est arrivé à toi, Claire, on peut pas le changer. C'est arrivé. Par contre, il y a des choses qu'on peut changer, c'est-à-dire notre vision de voir les choses maintenant. Ça, on peut le faire. Et il faut différencier les deux choses. Et en fait, c'est tout l'objectif de la vie, en fait, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et de ses erreurs, et pas forcément de ses erreurs, de ses traumatismes, de ses histoires passées, des choses horribles qu'on a pu vivre. Et en fait, ça fait de nous des gens résilients. Et d'en savoir tirer le meilleur. Et d'ailleurs, c'est complètement ce que tu as fait avec ton podcast. Et ça me fait penser à une jeune femme qui a à peu près notre âge aujourd'hui. Et en fait, elle a écrit un livre qui s'appelle CEPER Héros. CEPER, c'est CEP pour la sclérose en plaques. Et en fait, elle a appris vraiment de manière par hasard, en fait, qu'elle était malade, qu'elle avait une sclérose en plaques. Donc elle a appris ça, elle avait 21-22 ans. Super violent. Surtout la délicatesse du médecin qui lui a annoncé sa maladie. Elle en parle dans son livre, dans son récit. Et en fait, elle s'est dit, bon, je vais pas accepter le traitement tout de suite, mais je vais partir à l'aventure. Je vais faire 3 pays. Donc elle a fait la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie pour en fait apprendre à se découvrir. Enfin, elle a voulu se découvrir, savoir de quoi elle était capable. Elle était, de ce qu'elle raconte, elle était pas du tout pas scout, pas du tout aventurière et tout. Et elle l'a fait. Et c'est incroyable. Et en fait, elle a réussi à tirer de son malheur, sa maladie. Elle a réussi à en faire quelque chose de grand. Elle en a fait un livre, elle en a fait un film qui s'appelle Rosie et qui est génial. Wow. Et toi, t'as fait pareil, en fait, de ce qui t'est arrivé. Et t'en as fait un podcast. Et en fait, des gens qui font ça, et il y en a très peu, en fait, je trouve ça génial. Moi aussi. Et d'ailleurs, cette personne me fait penser à une personne que je connais qui, lui, a découvert aussi qu'il avait une maladie qui ressemble plus ou moins à la sclérose en plaques. Et je fais une petite dédicace s'il regarde ce podcast parce que c'est énormément touchant. Il m'a fait changer beaucoup la vision sur pas mal de choses. Et en fait, ce qu'il disait, c'est tant qu'on est en bonne santé, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en vie. Et lui, il a appris ça et il se bat tous les jours. Il risque sûrement de finir en fauteuil roulant. Et en fait, c'est beau parce qu'il arrive quand même à construire quelque chose d'incroyable dans sa vie. C'est un homme qui est entrepreneur, qui construit des choses de dingue et qui préserve sa famille au maximum. Et
Ces gens-là, il y en a peu et il faut vraiment prendre d'exemple sur eux et pas les renier de nos sociétés parce qu'ils sont considérés comme handicapés, parce que les personnes qui ont vécu des choses un peu traumatiques sont considérées comme des handicapés non plus. Enfin, aussi, pardon. Et je trouve qu'au final, les personnes sûrement qui ont vécu des choses très compliquées dans leur vie sont beaucoup plus fortes et, comme tu dis, beaucoup plus résilientes. Et ça va admirer la vie. Complètement. Et ça, c'est beau. Et d'ailleurs, j'avais écouté une fois un podcast où une femme avait eu un accident terrible et elle s'était retrouvée en fauteuil roulant, ou tétraplégique, je sais plus. Et en fait, elle expliquait que avant, elle avait sa petite vie à Paris où elle adorait la mode, elle trottait partout. Et puis elle a eu cet accident et elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Et en fait, elle expliquait que elle avait appris à vivre vraiment. Et c'est quand même fort parce qu'elle avait dit que elle préférait sa vie maintenant que sa vie d'avant. Et je trouve ça dingue de dire ça après une telle épreuve, en fait. Bien sûr. Et je trouve ça beau. Voilà. Merci beaucoup. Merci Claire. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serions ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de Femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!